Les difficultés au sein de la zone euro restent très importantes après la crise financière de 2008 et la crise de la zone euro de 2010, en particulier parce que ça a aggravé les déséquilibres au sein de cette zone. Donc on a une Allemagne qui se porte relativement bien, une France qui va à peu près, mais en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, on a une situation qui reste toujours très difficile, notamment parce que les jeunes sont beaucoup partis de ces pays, ils sont partis pour travailler en Allemagne parce qu'il y avait du chômage. Donc on a créé une espèce de grand mezzogiorno dans le sud de l'Europe, avec très peu de dynamisme économique, très peu de capacité d'innovation. Si on n'est pas capable de réparer ce déséquilibre, notamment en aidant davantage ces pays, on aura un éclatement à terme de la zone euro. La difficulté principale de la zone euro, c'est qu'on partage la même politique monétaire, c'est-à-dire la même banque centrale, mais finalement, on a tous notre budget, on a tous un État avec une politique fiscale où on décide quelles dépenses publiques et combien d'impôts. Et donc, en réalité, on a une rigidité du côté monétaire parce qu'on a une banque centrale, mais plein de politiques budgétaires. Pour compenser cette rigidité monétaire, il faudrait mettre en place plus de transferts. Exactement ce qu'on a fait pendant la crise, mais le faire de façon plus permanente. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait, mais on l'a fait systématiquement dans l'urgence. Et on l'a fait dans des relations intergouvernementales, c'est-à-dire gouvernement d'un pays négociait avec d'autres gouvernements pendant des sommets européens. Ceci a mis en évidence des grandes différences politiques, d'intérêts entre les membres. Le problème finalement qui a révélé cette crise, c'est qu'on a un problème de gouvernance politique. Depuis la crise de la zone euro, on a beaucoup changé l'architecture de la zone. Donc, on a mis en place une union bancaire pour contrôler les banques au niveau de l'ensemble de la zone et dissocier les difficultés des banques et des États. Ça marche pas mal, mais le processus n'est pas arrivé à son terme, en particulier au niveau de l'assurance des dépôts. On a mis en place un mécanisme européen de stabilité, 700 milliards d'euros pour aider les pays en grande difficulté. Alors, ça marche, mais ce mécanisme intervient très tard et on impose dans ce cadre des mesures qui peuvent être très contre-productives aux États et très antisociales parfois. Enfin, on a mis en place un carcan budgétaire pour encadrer plus strictement les budgets des États. Et là, ça empêche franchement de réagir de manière adaptée aux circonstances économiques. Il faut compléter notre monnaie pour être plus fort. Or, aujourd'hui, on a une seule banque centrale, mais plusieurs budgets. Chaque État a son budget. Donc en réalité, ce qu'il faudrait au moins, c'est coordonner bien mieux ces budgets pour prendre des décisions en commun sur quelle est la base fiscale, qui est-ce qu'on a envie de taxer, quel est le taux d'imposition. Et au-delà, il faudrait réfléchir à un vrai budget de la zone euro qui nous permette de faire des dépenses en commun pour renforcer la zone. Les options pour l'avenir de la zone euro sont très différentes. Il y a l'option de l'éclatement qui n'est toujours pas à exclure compte tenu des divergences qui persistent au sein de la zone et de l'absence de transfert budgétaire pour les corriger. Il y a l'option d'une fédéralisation, c'est-à-dire que, en particulier, on ait davantage de contrôle démocratique de ce qui est fait à travers notamment un parlement pour la zone euro et une intégration plus poussée. Et enfin, il y a l'option du statu quo où on continue plus ou moins dans la situation existante et on réussit à s'en sortir sans éclatement, mais sans non plus redressement durable.